peut préserver un peu d'espace propre, mais on doit partager. Je partage mes sentiments, je partage mon lit avec toi, je partage mon quotidien avec toi. Je peux partager aussi mes informations financières. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé. Bonjour, bienvenue. Christian Richomme est mon invité aujourd'hui. Comment allez-vous ? Bonjour Philippe. Ravi de vous voir, psychanalyste, auteur et thérapeute à Paris, spécialiste dans les troubles de l'anxiété, les dépressions, les addictions et les troubles affectifs. Votre dernier livre vient de sortir, qui s'appelle « Les peurs dans les relations amoureuses » aux éditions du Net. Et on va parler de l'argent dans le couple, ce que vos dépenses dans le couple disent vraiment de vous. L'amour et l'argent font-ils vraiment bon ménage ? Pas forcément. C'est la deuxième raison d'une séparation dans un couple après l'infidélité. Donc c'est un sujet qui est central dans le couple, mais qui n'est pas forcément toujours abordé. Mmh. Alors, deuxième cause de séparation, mais les gens se séparent pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas d'accord sur l'argent, parce que l'autre est radin, qu'est-ce qui fait qu'ils se séparent ? Non, c'est une façon, au sens propre et figuré, de régler ses comptes. On a investi dans une relation. En fait, une relation, elle commence toujours avec de l'argent. Il y a toujours un premier date, un premier moment. Donc on partage ou pas l'invitation. Et après, quand on solde, oui, j'utilise un langage bancaire quand même. Quand on solde une relation, on règle ses comptes. Voilà. Ouais, c'est ça. On dit que l'amour est aveugle, mais l'argent vous retrouve la vue en fait. La première, je vous ai posé la question tout à l'heure, au moment de la premier rendez-vous. C'est important de savoir le premier qui paye ou pas ? Ou ça n'a aucune importance ? Ça a de l'importance pour le mode d'emploi des personnes qui sont là. Ça veut dire qu'il y a plusieurs règles et ça ne doit pas frustrer l'autre. Il y a des gens qui souhaitent partager dès le départ ou des gens qui souhaitent inviter. Mais on doit savoir à qui on a affaire. Et c'est pour ça que c'est le premier contact qu'on a avec l'argent. Ça veut dire, est-ce que je t'invite, tu m'invites ? J'ai même une patiente qui a attendu au premier rendez-vous que l'autre l'invite, et puis il n'a pas sorti la carte bleue. Au bout d'un moment, elle a sorti la carte bleue, et l'autre a dit la prochaine fois, c'est moi qui vous invite. Et elle lui a dit dans les yeux, il n'y aura pas de prochaine fois. Donc, c'est un petit moment important, et il faut qu'on se mette d'accord, en fait. Et c'est le début de notre organisation financière, en fait, dans un couple. Il faut qu'on se mette d'accord. En général, c'est le premier qui dégaine. Oui, mais il y a c'est le premier qui dégaine, mais ça dépend de ce que veulent l'autre. Si on pose la question aux femmes, il y a la moitié des femmes qui disent « je veux être invitée » et l'autre qui disent « je paye ma part ». Donc, c'est une question de... On avance à tâtons. Les hommes peuvent avoir l'initiative d'offrir et on voit ce qui se passe. Et c'est une sorte de premier compromis, en fait, de premier échange sur ce sujet qu'est l'argent. Premier rendez-vous, on ne parle pas d'argent. On peut parler de quelle activité vous faites, mais on ne parle pas d'argent. Mais arrive l'addition, et c'est la première fois que l'argent arrive dans la discussion. Et là, c'est le grand moment de gênance. Tout le monde se regarde, savoir qui va payer. Oui. Alors ça dépend si on est au resto ou si on est au café. Oui. C'est pas le même prix. Non, mais c'est pas une question de 12 euros. C'est vraiment pas une question de 12 euros. Pourquoi ? Ça dépend du montant, quoi. Non, derrière, il y a tout un principe de partage, de peur, de sécurité et de confiance et de respect. Donc, quelque part, c'est pas la somme. Même pour un café, il y en a qui peuvent être vexés. Alors, bien sûr, si c'est un repas et qu'il a été généreux et dans un endroit assez luxueux, la somme est importante. Mais c'est le principe qui reste. Vraiment, c'est vraiment le principe. Les gens mettent beaucoup de valeur à ce principe-là. Parce qu'ensuite, s'il y a une suite, on aura d'autres sommes. Donc, pour 12 euros, ça peut créer un problème. Oui, de toute façon, c'est la première. Mais après, effectivement, c'est la première peut-être d'une longue série. Est-ce qu'on peut s'aimer sans parler d'argent ? Un couple, pour moi, c'est 3 choses. C'est des sentiments, du respect et de la confiance. Donc, il faut un peu de confiance. Je demande de parler d'argent. Ouais, 40% des couples ne parlent jamais de leur compte à leur partenaire. Oui, mais ça, c'est un petit souci. Parce que on peut préserver un peu d'espace propre, mais on doit partager. On doit partager, je ne parle pas forcément d'argent, je parle d'informations, de ma situation, de ta situation, de tes difficultés, de tes avantages, de tes inconvénients. Et on est là pour partager. Pas forcément, je le répète, la somme. Je gagne 100 euros, je file 50. Non, c'est pour... J'ai une situation,
Et je la partage avec toi. Je partage mes sentiments, je partage mon lit avec toi, je partage mon quotidien avec toi. Je peux partager aussi mes informations financières. Je ne sais pas si on a des chiffres sur alors le nombre de couples qui savent combien l'autre gagne respectivement. J'avais vu que c'était 55% des Français qui ne savent pas forcément ce que l'autre a exactement. Oui, ce qu'il a, mais qu'est-ce qu'il gagne en fait, ce qu'il gagne tous les mois. Est-ce que ça c'est une information que dans un couple on a forcément? On doit avoir une évaluation. Est-ce que c'est précis? Est-ce qu'il y en a qui évaluent pas un peu à la hausse ou à la baisse? Ça c'est possible. Mais on a ce côté français qu'on retrouve dans le couple. Le français par rapport à d'autres nationalités est très pudique par rapport à ses revenus. Il y en a qui parlent en brut, il y en a qui parlent en net, il y en a qui parlent avec prime, il y en a qui parlent pas avec prime, il y en a qui parlent annuel. Et le côté anglo-saxon, eux, ils sont beaucoup plus clairs. Ils sont en bout de 10 minutes, vous pouvez savoir combien quelqu'un gagne. En France, c'est très compliqué. Toujours. C'est très compliqué parce qu'on vous évalue. Et on se dit, il est chanceux, il n'est pas chanceux, il a de la chance. Il y a un petit côté envieux chez nous qui fait que quand l'autre gagne plus, on se dit, il n'y a pas un côté, je suis fier de toi. Ça, c'est français. Un petit peu, je trouve. Par rapport au monde anglo-saxon. D'ailleurs, en entreprise, on ne sait pas toujours combien les gens gagnent. Mais oui, c'est pas clair. Et puis en plus, Solal qui réalise l'émission, je ne sais pas combien il gagne. Enfin, je sais qu'il gagne plus que moi, mais je ne sais pas de, je sais pas de combien. Voilà, mais c'est ça le fantasme aussi, c'est qu'on imagine que l'autre gagne plus. On n'a pas l'information et derrière il y a un fantasme. Et ça peut créer dans un couple un déséquilibre. Il y a eu, aujourd'hui, l'homme et la femme travaillent. La femme travaille également et elle peut réussir professionnellement. Et elle peut gagner sa vie et être indépendante. Et des fois, elle peut gagner plus que lui. Et pour certains, c'est compliqué. Pour certains hommes. Parce qu'ils estiment que gagner plus, pour eux, c'est valoriser leur côté masculin. C'est une sorte de pouvoir. Et puis, c'est pouvoir offrir à l'autre aussi des choses que l'autre ne peut pas lui offrir. Et là, on est dans une spirale inverse. On a beaucoup de couples qui se séparent parce que le conjoint gagne plus. Il y a un malaise chez certains hommes, ouais. Je le vois dans mes couples en difficulté, quand le mari gagne moins. Là, j'ai en mémoire deux couples que je suis. Il y en a un qui travaille et l'autre, elle n'a pas besoin de travailler, mais elle a des revenus. Donc du coup, tous les matins, il se lève, il va travailler et elle gagne de l'argent, la même chose que lui, mais en restant à la maison. Donc ça crée une petite frustration. Et puis j'ai un autre couple où elle a des promotions et lui, il bouge pas. Et il est en train de faire une dépression. Il est en train de faire une dépression parce que il voit sa femme évoluer et chaque fois qu'elle lui annonce un nouveau poste, pour lui, c'est une claque de plus. Comment évaluer, Christian Richomme, la place que l'argent occupe dans un couple? La place... En fait, l'argent fait partie du mode de fonctionnement. C'est quelque chose qui est très important. On n'en parle pas assez, mais c'est très important puisque si on souhaite construire ensemble, partager ensemble, il faut qu'on mette des billes ensemble. Donc, il faut qu'on soit clair sur ce mode de fonctionnement. Et qu'ensuite, il y a ce qu'on met en commun et ce qui reste à chacun pour soi. Et ce qui reste à chacun pour soi, il peut y avoir des difficultés à savoir comment l'autre le gère. Ou quelles sont les priorités, qui ne sont pas forcément les mêmes, puisque on est différents. Un homme et une femme peuvent avoir des hobbies différents et dépenser de l'argent dans des domaines différents. Et ce qui crée des difficultés, c'est quand il y en a un qui estime que le hobby de l'autre ou que la dépense de l'autre est futile. Ou quand on a des différences de gestion qui sont flagrantes. Ça crée des difficultés. C'est-à-dire, donc personne dépensière et personne pas dépensière. Voilà. Il y en a un qui utilise beaucoup son argent pour faire les dépenses communes. Et puis l'autre, il utilise son argent pour faire des dépenses personnelles. Donc il peut y avoir un déséquilibre. Il peut y avoir aussi le fait que tu dépenses, ou alors si on a tout mis en commun, tu dépenses de l'argent pour des choses qui ne m'intéressent pas, qui sont futiles, qui ne sont pas intéressantes. Et ça crée un déséquilibre. Alors, il y a autant de modèles que de couples. Il y a les conjoints, il y a chacun son compte. Ouais. Ceux qui font moitié-moitié. Voilà. Donc les maniaques du moitié-moitié. Ça, oui. Il y a ceux qui sont dans... ok, on partage tout. Donc, j'ai un couple où ils font une réunion par mois avec un tableau Excel. Je vous promets, tous les mois.
Moi, j'appelle ça des tue l'amour. Je veux dire, après, chacun fait ce qu'il veut. Ça a un peu des conséquences. Mais tous les mois, il y a une réunion, il y a le tableau Excel, et puis il se dit, ok, on répartit ça, ça, ça et ça. Il y a ceux qui mettent au commun, et puis c'est géré en commun, avec une petite part personnelle ou pas de part personnelle. Et puis, il y a aussi l'ancien système où il y en a un qui gère tout. Il y en a un qui gère, ça veut dire qu'il fait les comptes, et puis l'autre qui calcule pas. Tu me dis si je peux ou pas, et puis c'est tout. Alors moi, je l'ai beaucoup entendu de couples peut-être un peu plus âgés qui disaient « Oh là là, c'est ma femme qui gère ». Ouais. Et l'autre ne gère rien du tout, s'occupe de rien. Phobie administrative, pas des papiers, pas de sécurité sociale, enfin rien. Non, c'est possible pas les factures, enfin il y en a un des deux qui s'occupe vraiment de tout. De tout, qui gère tout. Mais quand on a des modèles un peu âgés comme ça, et ça peut être un peu moins le cas aujourd'hui, on voit que si l'un des deux disparaît, c'est embêtant. C'est embêtant parce qu'il y a quelqu'un qui se retrouve, qui n'a pas été formé à la gestion, qui n'est pas forcément au courant de la complexité du système qui va avec les années, et qui se trouve complètement démuni. Et qui est dans une situation aussi de dépendance par rapport à l'autre. Oui, parce que c'est mon mari qui avait l'habitude de gérer. Exact. On l'a entendu, quand le mari disparaît, finalement. Ouais, mais même des anciens systèmes où le mari donnait de l'argent liquide à sa femme tous les mois ou toutes les semaines. Et elle partait faire ses courses et le reste avec ça. Donc tout était... aujourd'hui, avec les cartes bancaires, les téléphones, c'est différent. Et puis on est une génération où les femmes ont un pouvoir d'achat. Ont leur propre argent. Bah ouais. Et elles l'ont géré aussi avant d'avoir un homme. L'argent dans le couple, c'est l'addition de deux comportements, c'est deux personnes. Alors, est-ce qu'il vaut mieux vivre avec quelqu'un qui a la même... en tout cas, qui gère l'argent comme vous, ou on peut additionner des comportements qui soient à l'opposé? L'argent dans le couple, c'est une histoire d'amour, et c'est une rencontre entre deux personnes. Et il y a des profils affectifs. Et dans l'argent, on retrouve les profils affectifs. Celui qui est dépensier. On verra les profils, parce que vous distinguez les profils tout à l'heure. Mais évidemment, est-ce qu'il vaut mieux être comme quelqu'un qui vraiment partage votre philosophie par rapport à la gestion de l'argent? C'est un petit peu mieux, quand même. D'être d'accord, de partager certaines notions, dont celle-ci. Parce que on peut être différent, mais il faut partager quand même. Parce que si on est complètement opposé, il y en a un des deux qui va mal le prendre. C'est sûr. Si on en a un qui est très dépensier et l'autre pas, au bout d'un moment, il y aura des signaux qui vont dire que ça dysfonctionne. Donc ça va créer dans le couple. Les enfants et l'argent sont des choses qui sont importantes dans le couple. On se rencontre, on s'aime, on vit la belle vie, mais après on a les questions d'argent et les questions d'enfants. Et ces choses-là rajoutent au quotidien des difficultés ou pas. Alors ce matin, nous sommes avec Christian Richaume, qui est psychanalyste et avec qui nous parlons de l'argent, ce que vos dépenses dans le couple disent vraiment de vous. L'argent, c'est encore le dernier des tabous, c'est fini, c'est plus tabou? C'est encore un peu tabou. C'est encore un peu tabou. C'est compliqué pour certaines personnes de dévoiler tous ses comptes, tous ses avoirs, et de dire là où j'en suis. Voilà. Parce que quand on a un peu d'argent, c'est compliqué de le dire, et quand on n'en a pas, c'est compliqué de le dire. Donc c'est quand on est au milieu et qu'on en a un petit peu que c'est plus facile en fait. Mais quand on a trop ou pas assez, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais est-ce que finalement on tombe plus facilement amoureux de quelqu'un qui a beaucoup d'argent ou pas? Ou ça n'a aucune importance? Ou l'amour est plus fort que tout? Ça n'a aucune importance, mais c'est un élément secondaire. Ça veut dire que c'est un élément qui rassure. Ça peut rassurer que l'autre est dans une situation stable. Donc c'est pas le fait qu'il ait beaucoup d'argent. Sinon je suis dans une catégorie de personnes qui est intéressée. Ça, c'est autre chose. Mais je sais que cette personne est autonome financièrement et ça me fait un peu une sécurité. Alors ensuite, ça nous permet aussi de nous projeter. Donc se dire, si cette personne a un travail, elle a des revenus, et moi aussi, du coup, on peut composer ensemble. Et il y a des projets qui peuvent se faire. Donc c'est rassurant. Seuls 12% des personnes interrogées pensent que l'argent n'a aucune importance en amour. 12%. Ça fait 88% qui pensent que ça a de l'importance quand même. Oui. C'est très important. En fait, oui. Parce que, comme je vous l'ai dit, on commence toujours par une histoire d'argent et on finit par une histoire d'argent. Vous voyez comment ça se passe, les divorces, avec tous ces procès et ces procédures qui font que les gens s'arrachent pour un canapé, pour une pension, pour tout cet argent. À la fin, dans un divorce, il y a toujours deux soucis. Les enfants
et l'argent. Et il y en a qui en finissent pas de vouloir embêter l'autre par rapport à l'argent, comme si tu me rendais notre relation. Aussi, ou comme si je te la faisais payer aussi. Oui, je te la fais payer. Là. Ouais. Voilà, Le prix fort. comme la première cause, c'est souvent l'infidélité, derrière, on met une somme d'argent. Il y avait le divorce pour faute avant. Donc il y avait une somme... aujourd'hui, c'est plus compliqué. Donc on se bat, et les batailles après relation sur l'argent, elles sont terribles. D'où les rapports qu'on a avec l'argent viennent-ils? De notre mode affectif, de nos peurs en fait. L'argent, c'est un moyen tout seul de se sécuriser ou pas. Et à travers l'argent, on peut communiquer cette insécurité, cette confiance qu'on a vis-à-vis de l'autre. Ou se préserver soi-même. D'accord, mais c'est un héritage familial? C'est quoi? Vous pouvez avoir un héritage familial qui est soit financier. Vous avez eu un modèle de vos parents qui était économe ou qui était dépensier. Vous avez eu un papa qui a fait fortune et puis qui a fait banqueroute et vous êtes retrouvé sous les toits. Ou alors vous avez eu des parents qui ont toujours été hyper discrets avec l'argent. Vous n'avez jamais entendu parler de ça à la maison. Et puis, il y a votre propre comportement affectif. Voilà, et ça se rajoute. À travers la façon dont vous parlez d'argent et dont vous le gérez avec votre partenaire, ça nous en dit quel est votre profil affectif et comment vous aimez. D'accord, mais ça vient donc, c'est un héritage de l'enfance. Oui, nous sommes tous des enfants encore, même quand on aime toujours comme des enfants. Donc on a quand on est petit, on joue avec l'argent, on joue à l'épicière, et c'est une façon d'avoir un contact avec l'autre pour nous faire aimer et nous aimer. Mais ce qui veut dire qu'on reproduit le comportement de nos parents ou pas du tout? On s'en inspire, c'est notre base. Après, il y a nos propres expériences. Des fois, on reproduit le même schéma, et des fois, on est en opposition. Mais c'est une base. C'est une base sur laquelle chacun s'appuie, et derrière, il en fait ce qu'il peut. Vous parliez de peur tout à l'heure. Quel est le rapport entre nos peurs et l'argent? Et le rapport qu'on a avec l'argent? Parce que c'est très compliqué pour nous d'être seuls. Même quand on est à deux, avant d'être à deux, on est seul. À deux, on peut imaginer avoir peur de se retrouver seul. Et l'argent, c'est une façon de gérer cette inquiétude. De se dire, je vais peut-être m'en sortir si j'ai de l'argent. Ou je vais pas tout donner à l'autre, parce que si je partage tout, je me livre trop. Et tous les comportements qu'on a avec l'argent sont issus de cette façon dont on aime. Celui qui donne rien et celui qui donne tout. Vous avez la même chose avec les compliments, vous avez la même chose avec les cadeaux. L'argent, c'est un outil pour aimer ou pas aimer, pour s'ouvrir ou pas s'ouvrir. Alors, vous avez distingué 5 profils budgétaires inconscients. Quels sont-ils? Alors, il y a celui qui dépense sans compter, celui qui offre, celui qui est toujours généreux, qui fait plein de cadeaux. Celui-là, c'est comme il a peur d'être abandonné, il inonde l'autre d'actes. Mais il achète l'amour des autres, non? Non, parce qu'il attend juste à ce qu'on ne le quitte pas. Voilà, il est omniprésent par l'argent, par les cadeaux. Ça, c'est le premier profil. Deuxième, c'est l'opposé, le radin, celui qui donne rien. Parce que lui, il a peur de perdre son indépendance. Il se préserve, il ne donne rien, parce qu'il se dit, voilà, si je donne trop, je vais perdre un bout de moi-même. Donc il se protège. Donc il a des peurs. Il a des peurs et il se protège. D'accord, mais le radin, est-ce qu'il est radin en amour aussi? Oui. C'est ça, dans l'argent et dans la façon d'aimer aussi. C'est-à-dire qu'il va peu donner par rapport à l'argent et par rapport aux autres trucs. Il va se préserver. Parce qu'il se dit que si je m'ouvre, je suis en insécurité. Dès que j'ouvre des vannes, je suis en insécurité. Dès que je partage trop, ça veut dire que j'ai peur. Alors il met une muraille. Vous faites une différence, vous, entre quelqu'un qui est radin et quelqu'un qui est économe, ou pas du tout? Oui, je fais une différence. Ouais. Quelqu'un qui est économe, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui a la peur du manque. C'est pas pareil. Le radin, il n'a pas peur de manquer? Non, le radin, lui, il a peur de s'ouvrir. Il a peur de s'exposer, il a peur de se livrer, il a peur qu'on voit ses failles, il a peur qu'on voit son intérieur. Alors, il met une muraille. L'économe, c'est celui qui a peur de manquer. Celui qui est toujours dans une perspective future et qui se dit, à l'avenir, il faut que j'ai toujours ça. Donc lui, il compte parce que soit il veut vraiment une équité dans le couple,
Le comptable, c'est celui qui veut une équité, ça veut dire nous sommes 2, tu dépenses 10 euros, je dépense 10 euros. Ou alors, celui qui est économe, c'est qui se dit moi, l'avenir, j'ai besoin de me le garantir, je suis anxieux par rapport à ça, et donc je fais quelque chose. Vous avez des personnes... C'est un parachute. Ouais, c'est ça, mais c'est une sécurité pour lui. C'est une sécurité, ouais. L'économe, il voit l'avenir comme une sécurité, et vous avez au contraire des gens qui dépensent, ils ont une grosse somme, ils la dépensent tout de suite. Ils disent, je me fais plaisir, je fais un voyage, je me fais un beau cadeau. Ils vont vous dire, je ne vais pas mourir avec. Voilà. Donc, il y a un équilibre entre la fourmi et la cigale. Il y a des fourmis. Il y en a qui économisent, on ne sait jamais. Puis il y en a, ils prennent l'argent et ils le dépensent tout le temps. Mais le radin, c'est quand même très péjoratif comme mot. Oui. Oui, mais c'est quelqu'un qui n'est pas dans le partage. C'est comme celui qui est égoïste ou celui qui est narcissique. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se priorise plus lui que les autres. Ça veut dire que dans une relation, il y a moi, toi et le nous doit être au centre. Mais le radin, il est radin avec lui-même aussi, non ? Ou il est radin qu'avec les autres ? Non, l'économe est plus, entre guillemets, radin avec lui-même. Ouais. Parce que l'économe, lui, il va pas dépenser de l'argent pour lui, puisqu'il veut en mettre de côté. Ouais. Le radin, il va pas en dépenser pour les autres. D'accord, mais pour lui-même, il n'est pas radin avec lui-même. Non. D'accord. Ça veut dire que dans un couple, il peut décider de mettre le minimum, mais lui, il va s'offrir des choses. Troisième profil budgétaire, Christian. Il a le sauveur. Comme le sauveur, avec l'argent, on peut sauver l'autre. Ça veut dire, je subviens à tes besoins, donc du coup, j'ai un rôle utile par rapport à toi. Je paye tes factures, je t'aide, tu es en difficulté, ou je permets que tu aies un milieu de vie qui est important. Et ça fait de moi quelqu'un qui compte pour toi, quelqu'un qui, en donnant, je me justifie, et j'ai ce rôle-là. Donc, comme on trouve le sauveur par rapport dans une relation amoureuse, ou quand il y en a un qui a une difficulté psychique, quand il y en a un qui a une addiction, par exemple, il y en a un qui peut être le sauveur, qui se dit je me mets avec lui, avec elle, parce que je suis un peu l'infirmière. Vous me faites penser au triangle de Karpman. Un petit peu, oui. Ouais. Mais on ne peut pas sauver les gens. Pas malgré eux. On peut faire un 50% du boulot. Le triangle Karpman, c'est sauveur, bourreau et victime. Voilà. Et on peut tourner là-dessus aussi. Il y a des gens qui savent très bien tourner là-dessus. Mais oui, je suis sauveur s'il y a une victime. Et ça me donne un sens. Et je me fais aimer parce que j'ai ça. Donc vous voyez, à travers l'argent, on retrouve encore cette stratégie de se dire, je suis aimé parce que j'ai du sens pour l'autre. Enfin, je suis aimé parce que j'ai une carte bleue et que j'ai un compte en banque et que finalement je prends en charge l'autre. Oui, mais du coup, l'autre me le rend ou l'autre ne peut pas être sans moi. Oui, donc c'est acheter l'amour, là. Alors je dirais pas forcément acheter. C'est vraiment lutter contre mes propres peurs. Moi, j'ai peur d'être quitté, j'ai peur de ne pas être bien, alors je fais quelque chose pour l'autre. Et du coup, ça me donne un sens, et ça me donne un rôle. Et dans la relation, ça me donne une certitude ou une assurance. Quatrième profil. Bon, on a un peu parlé, c'est le comptable. C'est l'économe. C'est celui qui... c'est le tableau Excel ? C'est le tableau Excel, c'est celui qui partage tout, celui qui qui gère son argent au jour le jour, parce qu'il est anxieux et qu'il a besoin de cette sécurité par rapport à l'argent. Que les dépassements, c'est pas possible, les imprévus, il les anticipe plus que raisonnable, et on voit quelqu'un qui est insécure, et qui, dans cette relation à deux, l'autre ne le sécurise pas, donc il garde cette sécurité par rapport à l'argent. Alors rapidement, le dernier profil. C'est le secret bancaire. C'est celui qui dit pas combien il a. C'est la Suisse. C'est celui qui dit pas tous les comptes qu'il a, tous les investissements. Lui, il dit rien. Lui, il dit rien parce que il pense que il n'est pas radin, il n'est pas économe. Sauf que dire ce qu'il a et où il l'a, ça serait dire quelque chose de personnel. Et il préserve cela. Il veut bien partager des choses, mais ça, il veut pas. Il se dit que c'est son cercle privé. Mais c'est quand même des gens qui ont des moyens, ça. Il faut avoir quand même pour cacher. On peut cacher avec des petites sommes. Hein. Vous avez un livret A, vous avez 1000 balles, vous n'êtes pas obligé de le dire. Et ça, amoureusement, ça se traduit comment ? C'est quelqu'un qui est pas prêt à partager sur tout. Il y a celui qui donne tout, on a vu, celui qui donnerait son slip et son t-shirt.
et puis celui qui dit moi j'ai rien en fait, mais il a quelque chose. Alors, on parle de l'argent dans le couple avec mon invité ce matin, Christian Richaume. On a vu tout à l'heure vos 5 profils dépensiers. C'était pas le profil amoureux, mais c'était des profils financiers, mais en rapport avec des relations affectives. Bah oui. Dis-moi quel profil tu as, je te dirai quel amoureux tu es. C'est un peu ça. C'est dis-moi qui tu aimes, je te dis qui tu es. Dis-moi comment tu dépenses ton argent ou comment tu gères ton argent, et je peux te dire qui tu es. Une histoire d'amour, elle est toujours gratuite. L'amour, c'est gratuit, hein. Pas toujours. Hein, mais des fois. Enfin, pas toujours. Ouais, ça dépend. Bah non, pas toujours. Des fois, faut payer. Oui, mais moi, je dirais faut investir alors. Oui, il faut investir, mais bon, ouais. C'est un investissement. Et mais à la fin, on peut avoir une note. C'est comme au restaurant. On arrive tous les deux au restaurant, on passe un bon moment, et puis arrive l'addition. Et qui paye quoi et comment? Est-ce que quand vous allez prendre un verre de vin, je vais me dire Philippe, vous savez que vous allez payer la moitié? Ou est-ce que je peux le boire parce que vous me l'offrez? Et donc, en fait, dans cette relation, ça arrive immédiatement, dès le début. Alors si on en est là, il vaut mieux se séparer tout de suite. Hein. Qui paye quoi? Ça, c'est une vraie question. Qui paye quoi? Ouais. Tu prends les entrées, je prends le dessert. On partage pas. Mais qui paye quoi? Voilà. Donc ça, c'est une vraie question qui anime le couple. Oui. Qui va payer quoi? C'est ça. C'est même quand on a un budget et que les deux gagnent de l'argent et qu'on répartit les tâches, est-ce qu'on fait 50-50 ou toi tu prends ceci et toi tu prends cela? Et qui paye quoi? Alors, des fois, l'homme aime bien prendre les factures, tout ce qui est officiel, parce que ça lui donne ce rôle un peu de boss ou de personne rassurant. Vous savez, le truc, tout ce qui est lourd. Voilà, oui. Tout ce qui a tout ce qu'on a l'impression qui est lourd. Parce qu'au final, si on additionne tout ce qui ne l'est pas, ça fait exactement la même somme. Hein. Et puis, il y a toujours ce réflexe qu'on a un petit peu dans notre culture, c'est que comme l'homme avant s'occupait du travail et la femme de la maison, on s'aperçoit que dans les finances, il paye toujours les choses qui sont liées à l'organisation, genre les factures d'électricité, les assurances, etc. Et puis la femme, elle se retrouve avec souvent tout ce qui est alimentaire. Les courses. Les courses du quotidien, ouais. Ce qui fait qu'en plus, c'est elle qui les fait. Vous voyez le bonus de l'arrangement. Et donc c'est une répartition. Et après, ça peut créer des petits différends parce que lui il se dit moi l'EDF j'ai pas d'autre moyen de faire, je peux pas gratter dessus, donc il faut qu'on gratte sur les courses. Donc si le budget tient pas, c'est que c'est toi qui as un problème. L'argent est, dites-vous, plus qu'un moyen de paiement. C'est un moyen de quoi, l'argent? C'est un moyen pour montrer qui nous sommes. Quand vous parlez d'argent, vous parlez de vous. Et donnez-nous un exemple, illustrez l'exemple. Quand vous avez une conversation entre deux personnes, elles peuvent vous dire j'ai acheté ceci, j'ai acheté cela, c'était important, c'était pas important. Là, tout d'un coup, j'étais mal au point, j'étais faire du shopping, j'ai claqué 100 €. Donc on voit que la façon de dépenser 100 €, c'est une compensation affective. Je vais me faire plaisir, je vais prendre un grand voyage. Voilà, ou alors je vais avoir une dépense irraisonnable, ou alors j'ai été capable d'économiser pour avoir mon voyage ou pour me payer ma voiture, ou je la prends tout de suite et je prends un crédit. La façon dont vous gérez l'argent et vous le dites à votre quotidien vous en dit beaucoup sur vous-même. Tout simplement. Mais qu'est-ce que ça vous dit? Sur la personne, sur votre personnalité, sur votre profil. Bien sûr, si on est sur les relations amoureuses, ça me dit quel type de personne et comment vous aimez, mais aussi sur comment vous gérez, vos émotions. Quand je reprends l'exemple là, que quelqu'un est mal et qui me dit je vais faire du shopping, ou alors je vais essayer de me distraire la tête et que je vais pas dans un parc faire une balade, mais je vais dans un centre commercial essayer de racheter des choses parce que c'est une façon de retrouver un peu d'estime de moi à travers un objet, ça me parle de vous, de comment vous gérez vos émotions, de comment, si vous êtes anxieux, vous n'êtes pas anxieux, si vous êtes quelqu'un qui gère les choses ou les évite. Donc si je vais au centre commercial, je les gère pas. Vous allez au centre commercial pour faire quoi? Pour dépenser de l'argent. Oui, mais
c'est quoi le but? Est-ce que vous allez vous faire plaisir parce que vous avez eu un déplaisir? Est-ce que vous allez vous faire plaisir parce que vous voulez être mieux pour vous? Est-ce que vous allez vous faire plaisir parce que vous voulez être mieux pour les autres? Vous voyez? Ouais. Ou vous allez acheter quelque chose qui est pratico-pratique, ou quelque chose qui va montrer aux gens qui sont autour de vous que vous avez quelque chose. Vous avez 3 heures hein, pour réfléchir et répondre aux questions que vous pose Christian Richomme. En psychanalyse, l'argent est vu comme un équivalent symbolique de l'amour et du désir. Oui. Oui, parce que l'argent permet d'obtenir certains objets, certaines personnes, certaines situations, certains contextes qui sont animés par nos envies et nos plaisirs. Donc l'argent est devenu, depuis que l'argent existe, un moyen d'obtenir des choses qu'on n'avait pas. Donc au départ c'est existentiel, c'est avoir un toit et manger, et vous voyez qu'aujourd'hui on peut obtenir plein de loisirs, plein de divertissements, plein d'objets qui satisfont notre plaisir à court et à moyen terme grâce à l'argent. Et donc c'est important pour certaines personnes d'avoir de l'argent pour pouvoir satisfaire ce genre de plaisir et d'envie. Mais on ne peut pas acheter l'amour. Hein? On ne peut pas acheter l'amour. L'amour, c'est un bien qui est... voilà. Oui, on le voit. On peut avoir cette illusion, mais on ne peut pas acheter l'amour de l'autre. Non, on ne peut pas acheter... Mais il y en a qui disent que ça me permet d'avoir plus de moyens. Plus de moyens pour être aimé ou pour aimer. Mais ça ne remplace pas. C'est un débat qui est, je pense, assez clos. L'argent ne fait pas le bonheur. Plein de gens avec de l'argent sont malheureux. On le voit quand on regarde les people. Il y a plein de gens avec de l'argent qui sont heureux. Bah, il y a plein de gens qui ont sans argent qui sont heureux aussi. Oui. Surtout. Mais l'argent fait pas forcément le malheur ni le bonheur. Exactement. Si vous étiez heureux avant, vous serez heureux après. Enfin, voyez, L'argent est un moyen. Alors, l'argent vous met à l'abri, Christian. Il crée de la sécurité. Oui, d'une certaine façon, quand même. Il crée la facilité à avoir des envies, à avoir des accès à des biens ou à des lieux. Ça, c'est clair. C'est clair. Mais avec ça, seulement, vous n'êtes pas heureux. Comment est-ce que vous prenez en charge, finalement, les questions liées à l'argent dans le couple en thérapie? Sur quoi vous travaillez, en fait? Je leur pose la question de, ok, s'il y a une difficulté liée à l'argent, j'essaie de faire ce qu'on appelle en TCC le ABC. Ça veut dire qu'il y a l'information, en A, en C, il y a l'émotion, je suis frustré, je suis heureux, je suis pas content, voilà. Et en B, c'est ce que j'y mets. Quel est mon affect par rapport à l'information? Ça veut dire qu'il y a une information, et tous les deux on peut écouter la même information, mais on n'aura pas le même affect, donc derrière pas la même émotion. Donc avec mes patients, je leur pose la question, on travaille sur le B, ça veut dire ok, qu'est-ce que vous mettez derrière cette information? En quoi ça vous touche? En quoi ça vous soulève? En termes de peur, en termes de contexte, en termes d'expérience, et qu'est-ce que vous y mettez? Et est-ce que votre partenaire ou le monde autour de vous y met la même chose? Et c'est comme ça que des fois, j'arrive à changer des fausses croyances. Des fausses croyances, ça veut dire que sur une information, on y met. Exemple, et donnez un exemple de fausse croyance liée à l'argent et au couple. Quelqu'un qui va imaginer que l'autre dépense à tort et à travers. Voilà. Mais en fait, il va imaginer que l'autre dépense à tort à travers, mais en fait, l'information, c'est que l'autre personne dépense beaucoup. Mais en fait, moi, j'ai un autre mode de fonctionnement. Et pourquoi moi, j'ai un autre mode de fonctionnement? Et pourquoi moi, j'attribue que l'autre dépense à tort et à travers? Est-ce que ça joue sur mon insécurité? Est-ce que ça joue sur mon mode de fonctionnement? Et en fin de compte, l'autre, c'est son argent. Donc s'il a une autre gestion... il peut en faire ce qu'il veut, finalement. Voilà. Mais s'il en fait ce qu'il veut et que ça ne touche pas notre domaine commun, ma sécurité ou mes insécurités, alors il faut que je lâche. Et que j'ai un jugement dessus qu'il faut que j'enlève. En fait, l'autre a cette liberté, moi je peux avoir la même, je l'utilise ou je l'utilise pas. Mais je ne dois pas m'emporter parce que je juge que l'autre a des dépenses qui me sont futiles. Et donc j'essaie de gérer moi-même ce sentiment-là et aussi de communiquer avec l'autre. De dire voilà, je peux appréhender cette situation de ce type-là. Et toi, pourquoi
ou qu'est-ce qu'il y a derrière cette façon de gérer ton argent. Mhm. Et on rentre dans un débat qui dit on est différent, peut-être compatible, mais différent, et comment on communique là-dessus. Mais il faut jamais communiquer d'argent ou de sujets qui posent problème pendant les phases de dispute. Vous imaginez? Bah oui, mais l'argent, c'est souvent la cause de la dispute. Alors, Ouais, mais c'est en tout cas, c'est l'origine. Oui. Et vous dites que finalement, c'est pas ça l'origine de la dispute. Non, c'est mon attachement. Mon attachement à l'autre. On en revient à l'attachement. Ouais, mon attachement à l'autre. En fait, on a peur. J'en reviens souvent aux peurs. Mais on a peur. Et c'est nos peurs qui sont dans notre tête, notre Premier ministre. Et nos premiers réflexes, nos premiers mécanismes, c'est ça. C'est guidé par la peur. On a peur de se faire arnaquer par l'autre parce qu'il nous cache des sommes, Oui. ou parce qu'il dépense trop, Ouais. ou parce qu'il ne veut pas partager. On a peur de se faire arnaquer. On a peur que l'autre nous fasse pas confiance ou qu'il nous cache quelque chose. Donc on a toutes ces peurs-là qui reviennent sur le devant. Et ce sont nos premières pensées. Mes patients me le disent. C'est pas raisonnable, mais j'y pense. Et ça vient pas malgré eux. Mais est-ce qu'on a forcément conscience du profil qu'on a par rapport à l'argent ou pas? Non. C'est inconscient. Non. On se rend compte un peu de son profil quand on rencontre l'autre. Au départ, on est tout seul avec son mode. Donc on a un peu comment ont vécu ses parents, et puis on se fait son mode. Mais quand on voit une autre personne qui gère autrement, que ce soit nos amis ou un partenaire, c'est là qu'on se voit qu'on a des différences. Ah oui, toi tu fais comme ça. Ah oui, toi t'épargnes. Ah oui, toi t'as un découvert. Ah oui, toi t'as pris un crédit. Et je prends des informations. Et ensuite, je me dis, je pourrais peut-être faire comme celui-là ou comme celui-là. Mhm. Mais c'est en confrontation avec l'autre. Bon, vous parliez des peurs tout à l'heure. C'est aussi le titre de votre dernier livre, Les peurs dans les relations amoureuses, qu'on trouve aux éditions du Net. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la captation de cette émission sur la chaîne YouTube. Merci Christian Richomme. Merci beaucoup Philippe. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.